Parenthèse culture. Étienne Klein. La physique est capable de faire ce que j'avais appelé des découvertes philosophiques négatives, c'est-à-dire que des résultats de physique peuvent changer la façon dont on pense une question philosophique. Et la découverte du boson de Higgs, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est une découverte qui oblige à modifier la façon dont nous comprenons l'articulation entre la matière et la masse. Bon, j'aurai l'occasion d'y revenir. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que depuis Galilée, le pari de la physique, et là je cite un philosophe des sciences que j'ai déjà évoqué, qui est Alexandre Koyré, le pari de la physique, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. C'est-à-dire que le réel empirique, ce qu'on observe, est en fait déterminé par des lois qui peuvent contredire l'observation. Et l'exemple que j'avais donné, c'est celui de la chute des corps, découverte par Galilée en 1604, qui est une loi qui dit que tous les corps tombent à la même vitesse, alors que nous voyons que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Donc la loi de la chute des corps, en apparence, contredit l'observation, ou en tout cas oblige à la réinterroger, à la réinterpréter. Et en l'occurrence, il faut comprendre que quand on fait tomber des corps de masses différentes, eh bien on les soumet d'une part à la gravité qui les fait tomber tous à la même vitesse, et d'autre part à la résistance de l'air, et c'est cette résistance-là, cette force-là qui crée les différences de vitesse que nous observons. Alors que chez Aristote, on fait porter le chapeau de la résistance de l'air à la gravitation elle-même. Et donc la loi de Galilée, qui contredit l'observation en apparence, oblige à réinterpréter ce qu'on voit d'une façon différente. Alors la masse. La masse, c'est une notion qui, en apparence, est évidente, qui est liée à la matière de façon intellectuellement très, très forte, puisque on a du mal à imaginer ce que pourrait être une particule de matière qui ne serait pas massive, et on a du mal à imaginer ce que serait de la masse qui ne serait pas incarnée en particules de matière. Une masse qui ne serait pas incarnée, on ne voit pas trop ce que ça pourrait être. Et donc pour nous, il y a une espèce de solidarité entre les concepts de matière et les concepts de masse. D'ailleurs, il y a une particule qui s'appelle le neutrino, qui a été prédite en 1930, qui a été détectée grâce à un réacteur nucléaire américain, le premier d'ailleurs, en 1955 aux États-Unis. Cette particule, quand on mesurait sa masse, donnait des résultats qui étaient compatibles avec une valeur nulle de la masse. Donc pendant très longtemps, on a considéré, en tout cas on a fait l'hypothèse dans les équations, que le neutrino avait une masse nulle. Or le neutrino, c'est vraiment une particule de matière. Et donc on avait du mal à comprendre qu'une particule de matière puisse être sans masse. Ça choquait beaucoup d'esprits, etc. Mais c'était une affirmation compatible avec les données. Comme vous savez, quand vous mesurez un zéro, enfin quand vous mesurez une valeur nulle, vous ne pouvez jamais conclure que la variable qui a été mesurée est nulle. Parce que si vous mesurez un zéro, il y a une barre d'erreur autour, et la barre d'erreur contient des valeurs non nulles. Et donc mesurer un zéro, c'est très difficile. Prouver qu'une grandeur est nulle, c'est très difficile. À cause des barres d'erreur qui viennent empêcher la conclusion. Mais en fait, on a compris, c'est une longue histoire que j'ai jamais eu le temps de raconter ici, que en fait, les neutrinos ont une masse non nulle. Et donc, l'étonnement ou la gêne qu'on a pu avoir pendant les décennies que j'ai évoquées s'est estompé quand on a eu la preuve, et ça s'est démontré par ce qu'on appelle des oscillations de neutrinos. On a compris que les neutrinos, quand on voit le Soleil, en fait, entre la Terre et le Soleil, ont le temps de changer de nature, et ça n'est possible que parce que leur masse est non nulle. Et c'est comme ça qu'on a eu la preuve de la non-nullité de la masse des neutrinos. Et donc aujourd'hui, on ne connaît pas de particules de matière qui ne soient pas massives. Et donc on pourrait dire que la physique d'aujourd'hui renforce le lien que les philosophes ont toujours fait entre la matière et la masse. Et ce que je vais vous montrer, enfin c'est ce qu'a montré la découverte du boson de Higgs, c'est que en fait on s'était trompé et qu'il y a beaucoup de choses à changer dans notre façon de penser la masse et son origine.
Et ça a des incidences en cosmologie, et je pense que j'aurai le temps de les évoquer. Alors d'abord, la masse. Qu'est-ce que c'est quand on en parle au lycée, par exemple, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la masse est une grandeur mesurable. Mesurable, c'est-à-dire on peut faire des mesures qui donnent la masse d'un corps dans une certaine unité, qui est le kilogramme, par exemple. Je parle bien de la masse et pas du poids. En général, on exprime le poids en kilos, ce qui est une erreur. Le poids, c'est une force. C'est une force qui est liée à la force de gravité qui s'applique à toute masse. Et le poids s'exprime en newton. Donc le poids, c'est la masse d'un corps exprimée en kilos, multipliée par l'accélération de la pesanteur, qui est en fait une accélération, comme son nom l'indique. Et c'est quand on fait le produit de deux qu'on obtient le poids. Ça veut dire que quand vous allez, par exemple, sur la Lune, votre masse ne change pas. Donc votre nombre de kilos n'est pas modifié, mais votre poids change. Parce que l'accélération de la pesanteur sur la Lune est plus faible que sur la Terre. Alors d'où vient cette accélération de la pesanteur? Elle vient du fait que chaque atome de votre corps est attiré par tous les atomes de la Terre. Sur la Lune, il y a moins d'atomes dans la Terre, mais il y en a autant dans votre corps, donc la force d'attraction est plus faible parce que le nombre d'atomes dans la Lune est plus faible que sur la Terre. Et ça a été compris assez vite, même si quand Newton comprend la différence entre le poids et la masse, évidemment il ne fait pas allusion aux atomes, parce qu'à l'époque l'existence de l'atome n'est pas prouvée. Aujourd'hui c'est comme ça qu'on comprend cette interaction. C'est une interaction qui est de très faible intensité, même elle est quasiment nulle. Et pourtant le poids est la force qui s'impose le plus à nous, et ça vient du fait que d'une part, bien qu'elle soit nulle, comme le nombre d'atomes dans la Terre est très grand, il y a beaucoup d'interactions, et leur résultante fait ce qu'on appelle le poids précisément. Et enfin, c'est une force qui est cumulative, c'est-à-dire elle est toujours attractive, et c'est parce qu'elle est toujours attractive qu'elle s'impose à grande échelle. C'est la gravitation qui fait que les corps très grands sont forcément sphériques. Vous ne pourriez pas faire une étoile cubique, par exemple. Parce que la gravitation impose, comme elle est la même dans toutes les directions, que la forme soit sphérique, alors que les objets plus petits peuvent avoir n'importe quelle forme. Par exemple, une table peut avoir la forme d'une table parce qu'elle est déterminée, pilotée plutôt, ou contrainte par une force de plus courte portée en apparence, qui est la force électromagnétique, qui est une force qui est tantôt attractive, tantôt répulsive. Et comme la matière est électriquement neutre, en fait, il y a un effet d'écran qui fait que l'électromagnétisme ne peut pas se propager très loin. Et c'est la force qui permet à n'importe quel objet de petite taille d'avoir n'importe quelle forme. D'ailleurs, la transition entre le monde régi par la gravitation et le monde régi par l'électromagnétisme est donnée par les astéroïdes. Les astéroïdes sont des objets qui sont en gros déterminés par la gravitation, et pas complètement, ce qui leur permet d'avoir des formes pas complètement sphériques. Et il y a un petit calcul qu'on peut trouver dans beaucoup de livres et qui est souvent proposé aux étudiants, qui permet de calculer la hauteur maximale que peut avoir une montagne sur une planète. Et le résultat qu'on obtient, qui est assez surprenant, c'est qu'en fait, plus la planète est petite, et plus elle peut supporter des montagnes hautes. Une planète vraiment très grande ne peut pas supporter de montagnes, parce que si c'était le cas, les montagnes s'enfonceraient dans la planète comme un fil à couper le beurre. Alors, donc, par exemple, sur la Lune, il pourrait y avoir des montagnes de 80 km de haut. Il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas eu d'activité sismique. Sur la Terre, on calcule que c'est 20 km, la hauteur maximale. Vous voyez que l'Himalaya, c'est pas très loin. Et si on avait une montagne de 30 km de haut sur la Terre, elle s'enfoncerait et on ne la verrait plus. Bon, alors, donc la masse est mesurable, je crois que j'ai été clair là-dessus. Elle est aussi mesurante. C'est-à-dire, c'est une grandeur qui mesure quelque chose. Et ce qu'elle mesure, c'est le degré de substantialité d'un corps. Plus il y a de masse, plus il y a de substance dans le corps. On peut le dire avec des mots anciens, substance, ou avec des mots plus modernes comme atome, mais c'est toujours la même idée. Alors il y a une chose importante que comprend Newton, c'est qu'en fait, il y a deux sortes de masse. Il y a la masse qu'on appelle la masse grave, qui est ce par quoi un corps soumis à la gravitation subit la force de gravitation.
Donc la masse grave, comme on l'appelle, c'est la masse qui est l'étiquette que porte un corps que reconnaît la gravitation. La charge électrique, c'est l'étiquette que porte un corps électrique vu par le champ électromagnétique. Et bien la masse, c'est la même chose pour la gravitation, c'est l'étiquette par laquelle un corps est reconnu par la gravitation. Et dès lors qu'un corps a une masse non nulle, eh bien il subit une force qui s'appelle le poids. Et vous avez l'équation que j'ai citée tout à l'heure, le poids est égal à la masse gravitationnelle fois l'accélération. C'est un premier type de masse. C'est ce par quoi un corps subit la gravitation. Mais vous avez une autre masse qui intervient dans une autre équation découverte par Newton, qui est l'équation fondamentale de la dynamique, qui dit que la force qu'on exerce sur un corps, quelle que soit l'origine de cette force, est égale au produit de sa masse par l'accélération qu'il subit. Et la masse qui est là, ce n'est pas la masse grave. C'est ce qu'on appelle la masse inertielle. Elle mesure en fait l'inertie d'un corps, c'est-à-dire elle mesure la difficulté qu'il y a à modifier le mouvement d'un corps, à l'interrompre si le corps est en mouvement, ou à le créer si le corps est immobile. Donc plus un corps a une masse inerte élevée, plus son inertie est grande, et plus il est difficile de modifier son mouvement. Et ce que remarque Newton, c'est que si on fait un choix convenable des unités par lesquelles on mesure tout cela, on obtient que la masse grave est en fait identique à la masse inerte. Et donc la masse que vous écrivez dans P égale mg est égale à la même masse que celle qui apparaît dans l'équation F égale m fois l'accélération du corps. Et Newton dit c'est comme ça. Je n'explique pas cette égalité, je la constate. Il y a égalité entre la masse inerte et la masse grave. Et ça a comme conséquence, comme je l'avais déjà dit, que le mouvement d'un corps dans un champ de gravitation est indépendant de sa masse. C'est-à-dire, si vous postulez que la masse inerte est égale à la masse grave, le mouvement d'un corps dans un champ de gravitation est complètement indépendant de sa masse. J'avais cité l'exemple de la Terre qu'on remplacerait par une théière. Si vous remplacez la Terre par une théière autour du Soleil, la trajectoire de la théière sera la trajectoire de la Terre. Donc vous voyez que ça donne un résultat qui contredit complètement Aristote, puisqu'on cesse de lier la gravitation et la masse, en fait. Bon, comme je l'avais aussi raconté, Einstein va reprendre ça en main et va postuler qu'il s'agit non pas d'une égalité, mais d'une identité. C'est-à-dire que l'inertie et la gravitation sont en quelque sorte la même chose. Et ça va le conduire à élaborer une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la relativité générale, qui a à voir avec la découverte qui a été annoncée hier. Donc voilà, j'en ai dit assez. Ah, il y a une chose quand même qu'il faut préciser, c'est que la vitesse de la lumière comme vitesse limite que peuvent avoir les corps a à voir avec tout ça. C'est-à-dire qu'en mécanique newtonienne, je l'ai dit, l'inertie d'un corps est mesurée par sa masse. Mais en relativité restreinte, c'est différent. L'inertie n'est plus égale à la masse du corps, elle est égale à l'énergie totale du corps divisée par la vitesse de la lumière au carré. Quand le corps est immobile, son énergie de repos, son énergie de masse, comme on l'appelle, c'est mc au carré. M fois le carré de la vitesse de la lumière. Donc l'énergie mc2 divisée par c2, ça fait m. Donc quand un corps est au repos, son inertie en relativité est égale à sa masse. Et si le corps n'est plus en repos, son énergie totale, c'est son énergie au repos, mc carré, plus son énergie cinétique, l'énergie qui est liée à son mouvement, ça c'est l'énergie totale, qu'il faut diviser par c au carré, et donc ça fait que l'inertie est égale à la masse plus l'énergie cinétique divisée par c au carré. Donc vous voyez que l'inertie devient plus grande que la masse dès que l'énergie cinétique est non nulle. Et vous voyez même que plus la particule va vite, plus son énergie cinétique est grande, et plus son inertie est grande. Et donc en relativité, vous avez qu'une particule a une inertie qui augmente avec sa vitesse. Ce qui veut dire que plus elle va vite, plus il est difficile de la faire aller plus vite.
Donc il y a un moment où son inertie devient tellement grande que même si vous lui donnez de l'énergie, vous n'augmentez pas sa vitesse. Et donc vous butez sur une vitesse limite qui est la vitesse de la lumière. Hein. Alors c'est ce qu'on fait dans les accélérateurs de particules, qu'on appelle accélérateurs de particules, mais c'est un abus de langage puisque précisément on n'accélère pas les particules. Hein. Dans le LHC par exemple, dont je reparlerai à propos du boson de Higgs, on a injecté les protons à une certaine énergie, 450 GeV. Ils vont quasiment à la vitesse de la lumière. On leur donne de l'énergie tour par tour, beaucoup d'énergie. Et tout ça se fait à vitesse constante. Donc on les accélère à vitesse constante. En fait, on leur donne de l'inertie, c'est-à-dire de l'énergie, mais pas de vitesse. Parce qu'elles sont à la vitesse max déjà. Bon, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et j'en viens à la façon maintenant dont on comprend les interactions fondamentales en physique, les forces. Bon. Alors en physique classique, c'est très simple. Vous pensez à la force gravitationnelle ou à la force électromagnétique, qui étaient les seules forces connues au XIXe siècle. Et l'idée qu'on a à l'époque, c'est de dire qu'un objet matériel, électrique ou pas, crée un champ. Alors si c'est un objet massif, il crée un champ gravitationnel. Si c'est une charge électrique, elle crée un champ électrique qui est partout présent dans l'espace, qu'on peut calculer. Et si on met une particule dans ce champ, particule chargée par exemple, ou une particule qui a une masse, elle va subir une force à l'endroit où elle se trouve qui est proportionnelle à l'amplitude du champ. Donc une masse crée un champ de gravitation, et ce champ de gravitation engendre une force de gravitation pour les objets qui s'y trouvent. Une charge électrique crée un champ électrique qui va exercer une force sur les charges électriques qui se trouveront dans ce champ. D'accord ? Donc, en fait, en physique classique, une force se transmet par l'entremise d'un champ. Bon. En physique quantique, ça ne peut pas marcher comme ça. Et donc, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de métaphore qui fonctionne en mécanique quantique. Il n'y a pas de façon de raconter la physique quantique par des images. Donc la seule chose qu'on puisse faire, c'est prendre des métaphores, dire ce qu'il faut en retenir, et puis dire ce qu'il faut abandonner pour ne pas se laisser tromper. Alors la métaphore que je vous propose est la suivante. Imaginons deux barques sur un étang qui avancent sur l'eau donc, avec sur chacune d'elles un passager qui n'a pas d'objet lui permettant de modifier la trajectoire de la barque. Il n'a pas de pagaie, pas de rame, pas de moteur, pas de voile. Et si les choses continuent, les deux barques vont entrer en collision. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour empêcher la collision ? Eh bien, ils peuvent prendre un objet massif, n'importe lequel, par exemple un ballon, et se faire des passes. Et les occupants des deux barques se font des passes, ce qui va provoquer l'échange de ce qu'on appelle une quantité de mouvement entre les deux. Et un échange de quantité de mouvement, c'est précisément une force. Donc si les deux passagers se font des passes, ils vont créer une force répulsive qui va empêcher que les deux barques entrent en collision, elles vont s'écarter l'une de l'autre. En fait, c'est cette idée-là que reprend la mécanique quantique. Alors pourquoi il ne faut pas la reprendre intégralement ? C'est que l'exemple que j'ai donné n'explique que des forces répulsives. Or en physique, notamment en électromagnétisme, il y a des forces attractives. Donc les forces attractives ne peuvent pas s'expliquer simplement par l'analogie que je viens d'expliquer. Mais l'idée est quand même là. Une force entre deux particules procède de l'échange d'une autre particule qui est caractéristique de l'interaction. Donc au niveau des particules, je l'avais dit, il y a trois forces qui comptent. Il y a la force électromagnétique, évidemment, et il y a les deux forces nucléaires. L'une qu'on appelle la force faible et l'autre qu'on appelle la force forte. Eh bien, ce qu'on a compris, c'est que les ballons qui sont les médiateurs de cette interaction ont des masses qui dépendent de la portée de l'interaction. Prenez par exemple l'interaction électromagnétique, potentiel de Coulomb qui est en 1 sur R. Ça veut dire que pour annuler la force électrique entre deux charges électriques, il faut qu'elles soient séparées par une distance infinie. Ce qui veut dire que la portée effective
de l'interaction électromagnétique, elle est infinie. Mais on peut démontrer en mécanique quantique de façon simple que pour que la portée d'une force soit infinie, il faut que le ballon qui l'échange soit de masse nulle. Et en l'occurrence, le ballon, c'est le photon. C'est-à-dire que la force électromagnétique, elle est médiatisée par l'échange de photons de masse nulle. C'est des photons virtuels, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, le ballon de l'interaction électromagnétique, c'est une particule de masse nulle. Maintenant, si vous prenez l'interaction nucléaire faible, qui est responsable de la radioactivité bêta, par exemple, c'est au contraire une force de très courte portée. La portée de l'interaction faible, c'est moins que le Fermi. Le Fermi, c'est 10 puissance moins 15 mètres. C'est plus petit que la dimension d'un noyau d'atome. C'est presque une interaction de contact. Il faut que les particules se touchent pour interagir. C'est donc une interaction de très très courte portée. Ce qui veut dire que les ballons qui médiatisent cette force doivent être très lourds. On les appelle les bosons intermédiaires, j'en parlerai un peu plus tard. Quant à l'interaction nucléaire forte, c'est un peu compliqué parce que en fait c'est l'interaction entre les quarks à l'intérieur des protons, des neutrons et de ce qu'on appelle les hadrons, il y a des particules qui sont sensibles à l'interaction forte. Eh bien en fait l'interaction forte c'est une interaction de portée infinie. Donc ces ballons sont de masse nulle. On les appelle les gluons. Mais la portée effective de l'interaction est très petite. Tout simplement parce que les quarks ne peuvent pas exister tout seuls. Ils sont forcément dans des paquets, soit des paquets de 3 quarks, comme dans le proton et le neutron, soit des paquets formés par un quark et un antiquark, dans les mésons par exemple, ou dans les particules qu'on appelle les mésons. Donc les quarks ne sont jamais tout seuls. Ils sont toujours confinés, comme on dit, à l'intérieur des hadrons, les particules sensibles à l'interaction forte, de sorte que la portée effective de l'interaction forte est très petite. Elle a la taille des protons et des neutrons, c'est-à-dire à peu près 10 moins 15 mètres, un Fermi. Okay, donc vous voyez que l'interaction forte, elle est un peu spéciale à cause de cet effet de confinement. Et d'ailleurs, quand on crée des quarks par collision de particules, j'y reviendrai, on peut faire sortir un quark de la collision, mais très vite, il va s'habiller, il va faire sortir du vide des paires de quarks et d'antiquarks pour fabriquer des particules composites. Ça va provoquer ce qu'on appelle des jets, et donc on ne verra jamais un quark tout seul, on verra des quarks habillés d'autres quarks pour former des particules composites. Dans le jargon, ça donne les quarks s'habillent pour sortir. Quand ils sortent d'une collision, ils s'habillent d'autres quarks pour former des particules observables. Bon. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ça d'un point de vue théorique? Alors là, ça devient un peu plus compliqué. Mais en gros, dans les années d'après-guerre, 45 jusqu'à 50, les gens ont développé ce qu'on appelle des théories de jauge, qui leur a permis de fonder une théorie quantique de l'électromagnétisme. Alors, moi, je trouve que c'est un truc absolument génial, les théories de jauge. Ça s'inscrit dans la mécanique quantique. Et en fait, vous prenez le Lagrangien. Alors, le Lagrangien, c'est une expression mathématique à partir de laquelle vous êtes censé pouvoir calculer tous les effets que produit une force quand elle s'applique à un objet. Bon, je ne vais pas en dire plus, c'est le Lagrangien. Bon. C'est une expression mathématique. Et l'idée qu'ont eu ces gens, c'est de regarder quelles sont les opérations qui laissent le Lagrangien invariant. C'est-à-dire quelles sont les opérations qu'on peut faire subir aux particules, ou plutôt à la description mathématique que nous en faisons, qui laissent le Lagrangien invariant. Et assez vite, ils ont vu que si vous prenez la fonction d'onde d'une particule, ce que j'ai appelé le psi la dernière fois, et au lieu de prendre le psi, vous prenez le psi multiplié par un nombre complexe de module 1, exponentielle i alpha. Pour ceux qui connaissent, il y a un nombre complexe dont le module est égal à 1. Donc vous multipliez psi par cette grandeur, donc vous faites une transformation, et vous regardez ce que ça produit comme effet sur le Lagrangien. Et ce que vous constatez, c'est que ça ne produit aucun effet.
C'est-à-dire le Lagrangien, il est le même. Il est le même avant et après cette transformation. Autrement dit, pour lui, psi ou psi multiplié par exponentielle i alpha, c'est la même chose. D'accord ? Et on dira à ce moment-là que le Lagrangien, il est invariant de jauge globale. C'est-à-dire qu'il ne change pas si on fait une transformation qui est la même en tous les points de l'espace-temps, puisque le exponentiel i alpha dont j'ai parlé, le alpha, il ne dépend pas de l'espace et du temps, c'est une constante. Et donc on fait la même transformation en tout point de l'espace. Et si on fait cela, on fait donc une opération globale qui laisse le Lagrangien invariant. Alors les gens se sont dit, mais finalement, qu'est-ce qui se passe si la translation de jauge qu'on a faite n'est plus globale mais locale? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si le alpha dépend de x, la position, et de t, le temps? Donc c'est une transformation qui va être différente en tout point de l'espace-temps. Et en fait, le calcul, et vous voyez que le Lagrangien n'est plus du tout invariant. Et donc, la conclusion à laquelle on arrive, c'est le Lagrangien n'est plus invariant lorsqu'une translation globale qui le laissait invariant devient locale. Alors, pour vous fixer les idées, transformation globale, ça veut dire par exemple je change l'heure de toutes les montres partout en même temps. C'est ce qu'on fait au changement d'heure d'été ou d'hiver. Toutes les horloges changent de la même façon. Transformation de jauge locale, ce serait chacun change sa montre comme il veut. Ce qui est possible. Hein. Mais voyez que si tout le monde change sa montre de la même grandeur, on peut facilement décider de prendre rendez-vous demain. On peut dire on va se retrouver demain à 15 heures. Et ça sera 15 heures pour tout le monde. Alors que si chacun change sa montre comme il le veut, pour prendre rendez-vous, il ne suffira pas de dire on se voit demain à 15 heures. Il faudra d'abord échanger une information avec la personne avec laquelle on a rendez-vous pour pouvoir décider de l'heure du rendez-vous. Il sera 15 heures pour moi, par exemple, mais pour l'autre qui a changé son heure autrement, ça sera peut-être 18 heures. Autrement dit, pour prendre rendez-vous, quand la transformation de jauge est locale, il faut une interaction. Et alors, je ne sais pas comment ces gars-là ont l'idée, mais ils se sont dit, ben voilà, le Lagrangien n'est pas invariant quand on fait une transformation de jauge locale, mais on va le forcer à l'être. Ça, c'est une idée absolument géniale. Et donc, ils prennent le Lagrangien qui n'a pas été invariant, ils lui ajoutent un terme qui contient une interaction entre un nouveau champ qu'on introduit, qu'on appelle un champ de jauge, et les particules. Et on va demander à ce champ d'avoir une variation qui compense exactement la variation qu'avait le Lagrangien au départ. Et là, on voit un truc incroyable, c'est que le fait d'avoir décidé que le Lagrangien était invariant localement produit l'apparition d'une interaction qui garantit l'invariance de jauge. D'accord ? Vous n'avez pas compris, mais c'est pas grave. Et le truc qui est vraiment à tomber par terre, c'est que quand vous prenez comme Lagrangien le Lagrangien électromagnétisme, ou la particule libre chargée, l'électron par exemple, vous allez introduire comme champ de jauge qui garantit l'invariance le champ électromagnétique. Exactement lui. Et les quantas de ce champ seront les médiateurs de l'interaction. Or, les quantas du champ électromagnétique, c'est les photons. Et donc, la théorie de jauge en question vous dit que l'interaction électromagnétique est médiatisée par des quantas qui sont de masse nulle et qui sont les photons. Et donc, il faut imaginer, dans ce cadre-là, que quand deux électrons se repoussent par l'interaction électrique, en fait, ils échangent constamment des photons. D'accord ? Ça veut dire que on inverse complètement la logique habituelle. Au lieu de partir des forces telles qu'elles sont et de déduire leurs propriétés de symétrie, on part d'un groupe de symétrie et on déduit la force qu'il faut introduire pour qu'il soit respecté. Donc le groupe de symétrie, le groupe de jauge comme on l'appelle, qui est associé à l'électromagnétisme, c'est les nombres complexes de module 1, exponentielle i alpha. Dans le jargon des mathématiciens, ça donne le groupe U de 1. Donc le groupe de jauge de l'interaction électromagnétique, c'est U de 1.
qui est un groupe commutatif. Quand vous faites le produit de deux éléments de ce groupe, ça donne un élément du groupe qui est le même, quel que soit l'ordre dans lequel vous faites la multiplication, un groupe abélien. Et vous pouvez même comprendre que c'est parce que le groupe de jauge est abélien que l'interaction électromagnétique est pilotée par une équation qui est linéaire. Les équations de Maxwell sont linéaires, la somme de deux solutions est une solution. D'accord ? Et ça a comme conséquence que le photon ne subit pas la force qu'il engendre. Hein, le photon, qui est le médiateur de la force, ne subit pas la force qu'il engendre, parce qu'il n'a pas de charge. Vous voyez qu'à partir de la donnée du groupe, U de 1, on peut déduire absolument toutes les propriétés de l'interaction électromagnétique. Elles sont complètement déterminées par la donnée du groupe, à condition évidemment de prendre le bon. Et donc tout le jeu, c'était de trouver le groupe qui donne l'interaction électromagnétique telle qu'on la connaît. Après, les gens se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose pour les deux autres forces, les forces nucléaires, la faible et la forte? Donc, c'est une très longue histoire et très belle histoire que je n'ai pas le temps de raconter, mais il y a deux théoriciens qui s'appellent Yang et Mills qui ont montré qu'on pouvait faire des théories de jauge à partir de groupes de symétrie qui sont non commutatifs, ce qu'on appelle des groupes non abéliens. Et ils ont appliqué ça à l'interaction nucléaire faible et à l'interaction nucléaire forte. Et après, les physiciens ont trouvé les groupes qui vont bien. Le groupe qui va pour l'interaction faible, c'est le groupe SU2. Donc c'est les matrices 2,2 spéciales unitaires, pour ceux qui connaissent. Et le groupe pour l'interaction forte, c'est le groupe SU3, les matrices 3,3 spéciales unitaires. Ceux qui ont fait un peu de calcul matriciel savent que quand vous faites le produit de deux matrices, le résultat que vous obtenez dépend de l'ordre dans lequel vous faites le produit. AB n'est pas égal à BA. D'accord ? Et ça a comme conséquence que les équations qui vont piloter ces forces ne sont pas linéaires. Et ça a comme autre conséquence que les médiateurs de l'interaction vont subir l'interaction. Alors les gens ont regardé ce qui se passe, ils ont vu que pour l'interaction faible, si le groupe est bien SU2, il doit y avoir trois médiateurs, trois particules très massives qui médiatisent l'interaction, deux qui sont chargées, une positivement, une négativement, et une qui est neutre. Alors les particules chargées, on les appelait les W. W c'est weak en anglais, faible. Il y a le W+, le W-, et la particule neutre, on l'appelle le Z0. Et donc à partir des années 60, les gens cherchent ces particules. Le Z0, on l'a trouvé assez rapidement, indirectement, par le biais de ce qu'on appelle les courants neutres dans des chambres à bulles. Et puis les bosons intermédiaires chargés, W+, et moins, on les a découverts en 83 au CERN, grâce à des collisions de protons et d'antiprotons sur une machine qui s'appelle le SPS, qui fonctionne encore. Prix Nobel pour tout le monde. C'était un grand triomphe de la physique, ça. D'avoir été capable, à partir des théories de jauge, de prédire l'existence de trois nouvelles particules, de calculer leur masse et de les faire apparaître par des collisions aussi rapidement. Bon. Alors maintenant, pour l'interaction nucléaire forte, le groupe c'est SU3, c'est un groupe qui est plus gros, il est non commutatif, et on montre assez facilement qu'il doit engendrer 8 particules médiatrices, qu'on appelle les gluons, et comme la portée effective de l'interaction forte c'est l'infini, la masse des gluons est nulle. Donc l'existence des gluons a été prouvée par des expériences faites en Allemagne, à Hambourg, une machine qui s'appelle DESI. DESI c'est Deutsche Synchrotron. Bon, et voilà, prix Nobel pour tout le monde aussi. Et voilà, donc on a un paysage qui est assez clair et qui constitue ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules. À chaque interaction, je répète, on associe un groupe de symétrie et on impose mathématiquement que ce groupe de symétrie garantisse des invariances de jauge quand elles sont locales. Et je répète, le choix du groupe détermine intégralement la structure de l'interaction. Il y a même des gens qui se sont dit, mais puisque toutes les interactions sont décrites par des groupes,
on va pouvoir trouver un grand groupe dont chacun de ces groupes est un sous-groupe. Et on fera comme ça la grande unification, c'est-à-dire un seul groupe qui détermine la structure de toutes les interactions fondamentales. Alors ce groupe, un des groupes qu'on a trouvé, c'est SU5, donc les matrices 5-5 spéciales unitaires. Et on y a beaucoup cru à une certaine époque. Et on a même montré que ce groupe, s'il était un bon groupe pour la physique, devait prédire que la masse du proton, que le proton devait être instable. Donc pendant quelques années, on a voulu vérifier que le proton avait une durée de vie non infinie. Alors les estimations donnaient des durées de vie très très grandes, beaucoup plus grandes que l'âge de l'univers. Hein. Mais on peut mesurer des durées plus longues que l'univers, sans problème. Il suffit d'aller dans un souterrain, en l'occurrence la Modane, tunnel de Fréjus, on met des tonnes de fer. Dans le fer, il y a des protons comme partout, il y en a beaucoup, on met des tonnes et des tonnes. On se protège du rayonnement cosmique et on attend qu'un proton veuille bien se désintégrer et on capture les particules émises par la désintégration du proton. Bon, par exemple, il y avait un scénario sur lequel ça pouvait être un proton qui devient un pi0, un pion de charge nulle, et un positron. Ça se voit facilement. Bon, on n'a rien vu jusqu'au jour où on a vu que les détecteurs s'énervaient beaucoup. Et en fait, ils venaient d'être traversés par les neutrinos produits par une supernova dans la galaxie d'Andromède qui avait explosé pas mal de temps auparavant. Bon, c'était toute une histoire. Donc ce détecteur n'a pas servi à rien, c'est ça que je voulais dire. Mais il a permis de conclure que ces théories basées sur SU5 étaient fausses, puisque on a montré que la durée de vie du proton, si elle n'était pas infinie, était plus grande que les seuils imposés par cette théorie. Donc il y a une théorie qui a été tuée par cette expérience. Et on y reviendra peut-être quand on reparlera du résultat d'hier. Mais c'est très important, d'ailleurs une expérience ou une observation devient très importante quand elle permet de tuer des théories ou des modèles. Et le résultat d'hier, s'il est confirmé, je peux vous dire qu'il va faire du grabuge. Il y a des milliers de modèles qui vont mourir. Et c'est vraiment ça qu'on attend d'une expérience de physique. Faire mourir les modèles. Un génocide théorique. C'est ça qu'il faut. Alors, dans ce truc-là, je n'ai pas parlé du boson de Higgs. Alors, comment est-ce qu'il intervient? Mais c'est que si vous prenez au sérieux tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire le modèle standard, vous le prenez au sérieux. Et vous voyez qu'il a rendu compte jusqu'à maintenant de toutes les observations faites auprès des accélérateurs de particules. Et donc vous avez un modèle qui rend compte de toutes les observations et de toutes les mesures. Donc tout va bien. Vous avez exactement ce que vous voulez. De même que la loi d'Aristote pour la chute des corps, qui disait que les corps tombent d'autant plus vite qu'ils sont plus lourds, rendait compte de toutes les observations. Simplement, Galilée, à un moment, s'est dit, mais est-ce que cette loi est vraie? Et je vous ai raconté l'expérience de pensée qu'il a faite, qui a permis de montrer que cette loi ne pouvait pas être vraie, même si elle était conforme aux observations. Parce que si elle était vraie, alors un corps peut être coupé en deux parties de masse différentes. Il y a une partie qui devrait tomber plus vite que l'autre. Et ça créerait une sorte de contradiction, puisque l'autre partie devrait faire parachute pour la première partie. Et donc la loi d'Aristote, quand on l'applique à deux corps qui sont connectés, permet de conclure que l'ensemble va tomber plus vite que le corps le plus lourd, parce que l'ensemble est plus lourd, et en même temps va tomber moins vite, puisque l'autre corps va faire parachute. Et donc Galilée voit qu'il y a une contradiction. Ce qui l'amène à dire qu'en fait, tous les corps tombent à la même vitesse, bien que l'observation montre le contraire. Et bien là, les gens vont... Il n'y a pas grand monde, mais il y a quelques théoriciens qui vont faire la même chose. Ils vont dire, supposons que le modèle standard soit juste. Et ils vont démontrer que le fait qu'il s'appuie, c'est-à-dire trivial, hein, le fait qu'il s'appuie sur des théories de jauge implique que tous les ballons qui médiatisent l'interaction doivent avoir une masse nulle. C'est-à-dire que les quantas du champ qu'on introduit pour préserver l'invariance de jauge doivent avoir une masse nulle. C'est le cas des photons, très bien. Mais ce n'est pas le cas des bosons intermédiaires qui médiatisent l'interaction faible. Ils sont très lourds, ils ont 100 fois la masse d'un proton. Ils ont même pu montrer que
si les théories de jauge étaient justes, non seulement les ballons qui médiatisent les forces devraient avoir une masse nulle, mais par un phénomène de contagion, toutes les particules élémentaires, y compris les particules de matière, devraient avoir une masse nulle. Donc le modèle standard qui est conforme aux observations dit que toutes les particules élémentaires, hein, pas composites, mais élémentaires, ont une masse nulle. D'accord? Donc le modèle standard qui est conforme à l'observation a une prédiction théorique qui contredit les mesures. D'accord? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2011 ou 2012, le sujet de philosophie pour les classes scientifiques au bac, c'était « Peut-on avoir raison contre les faits ?» Alors pour avoir une bonne note, il fallait dire « Non, non, les faits ont toujours raison ». Les faits, c'est la matière première de la science, et donc une théorie qui contredit les faits est forcément fausse. Et je crois savoir d'ailleurs que la plupart des lycéens ont utilisé l'affaire Strauss-Kahn comme argument, ce qui, à mon avis, n'était pas la meilleure source d'argumentation. Et bien, en fait, la bonne réponse, c'est oui, on peut avoir raison contre les faits. Si les faits sont mal interprétés, on peut avoir raison contre une mauvaise interprétation des faits. Et à cette époque, les physiciens, voyant qu'il y avait une contradiction entre le modèle standard et les mesures de masse, ont dit « Notre modèle est faux. Il doit être faux. » Donc il faut trouver d'autres façons de décrire les interactions. Et je vous fais grâce des pistes théoriques qui ont été suivies. Moi, quand j'ai été étudiant, on me parlait de trucs assez bizarres comme le bootstrap, etc. Bon. Et puis il y a trois physiciens, jeunes, à l'époque, en 64. L'un qui s'appelle Peter Higgs, qui était écossais. Deux autres qui s'appellent François Englert et Robert Brout. Alors, Englert et Brout travaillaient ensemble. En fait, Englert était le postdoc de Brout. Brout était américain. Mais pour travailler avec Englert, qui était belge, il s'est fait naturaliser belge pour venir en Belgique. Et tous les deux ont publié en juin 64 un article d'une page et demie, un article de théorie des champs, dans lequel ils expliquent, pas dans l'article lui-même, mais dans ce qu'ils ont expliqué par ailleurs, qu'ils sont souvenus de Galilée. Et que le pari de la physique moderne, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible, c'est-à-dire on peut expliquer ce qu'on voit par des lois qui contredisent ce qu'on voit. Et donc, si les équations du modèle standard nous disent que les particules élémentaires doivent avoir une masse nulle, ce qui n'est pas ce que nous voyons, elles ont peut-être raison. Les particules élémentaires ont peut-être une masse nulle. Et c'est nous qui, depuis Newton, nous trompons sur ce qu'on appelle la masse. D'accord? Et donc l'idée qu'il développe, et Peter Higgs va développer exactement la même idée au mois d'août, sans savoir que les deux autres ont fait le même raisonnement, l'idée, qui est la rupture philosophique, c'est de dire qu'il n'y a pas de lien direct entre matière et masse. La masse n'est pas une propriété intrinsèque des particules élémentaires. En fait, les particules élémentaires n'ont pas de masse. Elles n'ont pas de masse par elles-mêmes. Mais elles en acquièrent une indirectement par leur interaction avec le vide, qui du coup n'est pas vide. Et donc ces physiciens font un calcul dans lequel ils supposent que dans l'espace, il y a un champ scalaire. Bon, un champ scalaire, ça veut dire un champ qui est décrit par un seul nombre, un nombre réel, si vous voulez, c'est le plus bête des champs, quoi. C'est un champ qui a la même valeur en tout point et qui se mesure par un nombre. C'est pas un vecteur, c'est pas un spinner, c'est juste un nombre. Et on va appeler ce champ le champ de Higgs. On devrait l'appeler le champ de Higgs, Englert et Brout, puisqu'ils sont trois à l'avoir imaginé. Mais si on l'appelle le champ de Higgs, c'est à cause d'un prix Nobel de physique qui s'appelle Weinberg, qui en 71, quand il va intégrer leur idée dans le modèle standard, va se tromper sur la chronologie des articles. Il va penser que c'est Peter Higgs qui a publié en premier. En fait, c'est pas vrai, mais bon. Je sais qu'à Stockholm, quand il y a la remise des prix Nobel, ils se sont mis d'accord. Higgs et Englert, Brout est mort, hein, mais Higgs et Englert se sont mis d'accord pour que ce boson de Higgs s'appelle le boson H. Bon.
Simplement, c'est difficile de défaire une appellation a été utilisée pendant de très longues années. Bon. Et donc l'idée, c'est que les particules sont sans masse, mais interagissent avec ce champ plus ou moins fortement. Et c'est l'interaction qu'elles ont avec le champ qui leur donne de l'inertie. Les particules qui interagissent fortement sont freinées, elles vont moins vite que la lumière, et nous qui les regardons, nous disons qu'elles ont une masse non nulle. Les particules qui n'interagissent pas avec le vide quantique vont à la vitesse de la lumière, et nous disons qu'elles ont une masse nulle. Par exemple, le photon. D'accord ? Alors, comment prouver l'existence de ce champ ? En physique quantique, c'est très simple. Les champs sont associés à des quantas. Et donc, les quantas du champ de X qu'on a introduit là, en 64, sont des particules massives qu'on appelle les bosons de Higgs. Donc les bosons de Higgs sont les quantas du champ qu'on a introduit pour expliquer l'origine de la masse dans le cas du modèle standard. Bon, il y a tout un développement que j'ai pas le temps d'évoquer, en plus c'est assez technique. Mais disons, à partir de 71, on a une nouvelle formulation du modèle standard avec le Higgs à l'intérieur. Le mécanisme de Higgs, le boson de Higgs, fait partie du modèle standard, bien qu'on ne l'ait jamais détecté. Et c'est une fois qu'on a mis le boson de Higgs dans le modèle standard qu'on peut prédire la masse des bosons W et Z qui médiatisent l'interaction faible. Ceux qu'on a découverts en 83. Et d'ailleurs, Engler, dans sa conférence Nobel du mois de décembre, a dit qu'on aurait pu leur donner le prix Nobel en 83. Parce que la découverte des bosons intermédiaires était une preuve indirecte de l'existence du boson de Higgs. Mais le modèle standard de l'époque ne permettait pas de prédire la masse du boson de Higgs. Le modèle standard disait simplement que cette particule doit exister, mais sans préciser sa masse. Et donc pour le trouver, eh ben on a creusé un tunnel de 27 km à Genève, dans lequel on a construit une machine, un accélérateur qui s'est appelé le LEP, dans lequel on faisait des collisions entre des électrons qui tournaient dans un sens et des positrons qui tournaient dans l'autre sens. On a fait tourner cette machine entre 1989 et l'an 2000. D'accord ? On a vu beaucoup de choses, on a appris beaucoup de choses, mais on n'a pas vu le boson de Higgs. Sauf à la fin, on a cru que c'était lui. On a vu un événement qu'on appelle à 4 jets, peu importe, un événement qui avait exactement la signature de production d'un Higgs. Alors quand on dit voir le Higgs, c'est pas le voir comme sa voisine de palier, on le voit pas, il a une durée de vie de 10-23 secondes, donc il se désintègre tout de suite, et ce qu'on regarde, c'est des événements, des traces de particules produites par la désintégration, qui ressemblent à celles qu'on a calculées à partir du modèle standard. Bon, donc en octobre 2000, on a quelques signaux qui ressemblent au Higgs, et ça a provoqué une sorte de conflit, puisque les physiciens disaient il faut prolonger la machine un peu plus pour avoir davantage de données. Et la direction du CERN a dit non, on arrête la machine pour construire la machine suivante. Et on a arrêté la machine. On a mis un certain temps à construire la machine suivante, 8 ans. Le LHC, qui était un collision de proton-proton et non pas électron-positron, donc avec des éléments beaucoup plus importants puisque les protons sont plus lourds que les électrons. Et on a découvert le boson de Higgs en juin 2012 avec une masse de 126 GeV, plus élevée que la masse qui correspondait aux faux événements qu'on avait vus avec le LEP. Ce qui a rassuré la direction du CERN, qui a pu comme ça dire qu'elle avait eu raison d'arrêter la machine, puisque les événements qu'on avait vus fin 2000 étaient des événements de bruit de fond et non pas des vrais signaux. Et donc, on a découvert le boson de Higgs exactement tel qu'il avait été calculé. Sauf sa masse qui a été mesurée, mais toutes les autres propriétés, le spin, la charge électrique, sont des choses qui avaient été déjà calculées. Et donc on a un exemple d'une découverte expérimentale qui a été faite 48 ans après la prédiction théorique. 48 ans, c'est la durée qui sépare l'article de 64 de la découverte expérimentale de 2012. Bon. Alors, ça veut dire
que la masse, contrairement à ce que disent les philosophies depuis toujours, la masse n'est pas une propriété intrinsèque des particules. D'accord ? C'est une propriété secondaire qui résulte de leur interaction avec le vide, qui du coup n'est pas vide. On est sûr maintenant que dans le vide, il y a un champ scalaire, le champ de Higgs, et c'est la première fois qu'on découvre une particule qui est décrite par un champ scalaire. Et ça, c'est un résultat très très important, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de physique aujourd'hui qui sont solubles par l'invocation de l'existence d'un champ scalaire. Et maintenant qu'on sait qu'il en existe au moins un, pourquoi ne pas imaginer qu'il y en a 2, 3, 4, etc. Par exemple, il pourrait y avoir un champ scalaire qui correspond à l'énergie noire. Ou bien il pourrait y avoir un autre champ scalaire qui correspond à l'inflation cosmique qui semble avoir été détectée hier, etc. Et donc là, on est peut-être à un point de basculement de la physique, au sens où les champs scalaires vont peut-être se mettre à proliférer dans l'univers. Alors, quelles sont les conséquences cosmologiques de la découverte du boson de Higgs ? Elles sont évidemment énormes. Parce que l'idée, c'est que le champ de Higgs, il est apparu dans l'univers au moment où les particules avaient l'énergie des protons du LHC qui ont permis la découverte du boson de Higgs. Donc en gros, c'est 10-13 secondes après le Big Bang. Avant cet événement, le vide ne contient pas le champ de Higgs. Mais si le champ Higgs n'est pas là, ça veut dire que les particules sont sans masse. Donc dans l'univers primordial, les particules existent, il y a des électrons, des quarks, mais ils n'ont pas de masse. Donc ils vont à la vitesse de la lumière. Et puis tout d'un coup se passe ce qu'on appelle une brisure spontanée de symétrie. J'en ai déjà parlé. Brisure spontanée de symétrie qui engendre le champ de Higgs. D'accord ? Et tout d'un coup, les particules qui étaient sans masse acquièrent une masse par leur interaction avec ce champ. D'accord ? Or, en relativité, qui dit masse non nulle dit temps propre. Qui dit masse nulle pour une particule dit absence de temps propre. Donc l'apparition du champ de Higgs, c'est l'apparition de la masse des particules élémentaires, donc du temps propre de la matière. D'accord ? Donc c'est quand même important. Il y a un anagramme que j'ai souvent cité, parce que le vrai nom du boson de Higgs, c'est le boson scalaire de Higgs. Et l'anagramme du boson scalaire de Higgs, c'est l'horloge des anges ici-bas. Ce qui est exactement le sens qu'il a en physique, puisque, comme je l'ai dit, avant son apparition, il n'y a pas de temps propre pour la matière. Les particules sont des anges sans masse, et dès qu'il apparaît, il y a un temps propre qui apparaît, et les particules deviennent massives. Alors, juste pour conclure, j'ai dit qu'on avait détecté le boson de Higgs. Et quand je dis cela, je donne l'impression qu'il existe des bosons de Higgs dans l'univers. En fait, non, il n'y en a plus. L'univers est en expansion, il s'est refroidi, et donc il n'a pas assez d'énergie, de densité d'énergie pour créer des bosons de Higgs. Donc les bosons de Higgs qui sont instables se désintègrent très vite. Simplement, ils existent dans le vide quantique à l'état léthargique. Ils sont là comme particules virtuelles. C'est des espèces de balles au bois dormant qui n'ont pas assez d'énergie pour exister réellement. Autrement dit, les bosons de Higgs qui existent dans l'univers n'ont pas assez d'énergie pour avoir une énergie égale à mc carré, m étant leur masse. Donc ils sont en dehors de leur couche de masse, comme on dit, ils ne sont pas vraiment réels. Et ce qu'on fait avec le LHC, c'est que, en fait, on réchauffe le vide localement, c'est-à-dire on dépose dans le vide l'énergie qu'ont les particules de la machine au moment où elles interagissent. Les bosons de Higgs qui sont dans le vide complètement endormis avalent cette énergie, deviennent réels puisque leur énergie devient supérieure à mc2. Ils avalent même un peu d'énergie cinétique qui leur permet de sortir du vide. Et c'est là qu'on les attrape avec des grands détecteurs qui permettent d'analyser les traces des particules créées par la désintégration des bosons de Higgs ainsi produits. D'accord ? Donc le LHC, c'est simplement une espèce de grande bouilloire qui permet de réchauffer le vide quantique. Alors, j'avais dit que je donnerais
quelques indications sur la découverte d'hier. Donc, c'est une découverte qui a été faite avec un radiotélescope qui mesure des ondes radio. Et les ondes radio sont des ondes qui ont les longueurs d'onde correspondant au fond diffus cosmologique. Ce rayonnement qui a été émis 400 000 ans après le Big Bang, lorsque la densité de particules a commencé à baisser et la température surtout, et qu'on puisse former les premiers atomes. Et à ce moment-là, la lumière qui jusque-là était piégée par la matière a pu se libérer à 4000 degrés. Et aujourd'hui, cette lumière qui faisait 4000 degrés ne fait plus que quelques degrés Kelvin, puisque l'univers est en expansion. Et donc les longueurs d'onde associées se sont dilatées. Donc la lumière s'est refroidie. Et c'est cette lumière qu'on appelle le fond diffus cosmologique. On sait depuis assez longtemps que l'univers observable, je ne parle pas de l'univers réel, je parle de l'univers observable, il est plat. Plat, ça ne veut pas dire plan, ça veut dire sans courbure. Ça veut dire que si vous prenez 3 galaxies quelconques, vous mesurez la somme des angles du triangle formé par ces 3 galaxies, vous trouvez 180 degrés comme en géométrie euclidienne. Donc l'espace-temps est sans courbure. Par ailleurs, l'univers il est homogène. C'est-à-dire la densité de matière est la même partout. D'accord ? Et ça, on ne comprend pas bien pourquoi. Parce que pour que l'univers devienne homogène, il faut que dans son passé, toutes les parties de l'univers aient pu interagir entre elles pour s'homogénéiser. Et en 400 000 ans, cette homogénéisation n'a pas pu se faire. Et donc, comment comprendre que l'univers soit sans courbure et soit homogène s'il n'a pas eu le temps de devenir homogène? Et c'est là qu'il y a des gars assez astucieux, dont un qui s'appelle Alan Guth, et puis d'autres, un russe, Linde, etc., qui ont imaginé un truc complètement ad hoc qu'on appelle l'inflation. Alors, c'est pas l'inflation au sens de Rachida Dati. Vous vous souvenez de son lapsus très éclairant? Vous vous souvenez pas? Bon, je ne vais pas dire ça ici. C'était assez rigolo. Quand l'inconscient se met à parler, ça peut être dévastateur. Bon, bref, c'est l'idée que, bien avant l'apparition du champ de Higgs, et même bien avant l'ère de Planck, l'univers, on ne sait pas pourquoi, a subi une inflation absolument démentielle, par laquelle sa taille a augmenté d'un facteur 10 puissance 50 en 10 puissance moins 30 secondes. C'est pas exactement ce qu'on appelle un train de sénateur. C'est inimaginable, si vous voulez. Un facteur 10 puissance 50 en 10 moins 30 secondes. C'est ça qu'on appelle l'inflation. Et c'est ce processus qui a permis à l'univers de devenir homogène. Maintenant, comment expliquer qu'il est plat? Ben, tout simplement en disant que l'univers observable est une toute petite partie de l'univers réel. C'est-à-dire qu'en fait, on est comme à la surface d'un ballon, qui est courbé, évidemment, une sphère, si vous préférez, et on occupe une position de la surface de cette sphère depuis laquelle on ne peut voir qu'une petite partie de l'univers. Et on a l'impression qu'elle est plate, parce qu'on ne voit pas tout le reste. Et donc la platitude de l'univers, si on admet le scénario de l'inflation, vient du fait que l'univers observable est beaucoup plus petit que l'univers réel, l'univers complet, si vous voulez. Et il semblerait que ce modèle ait été validé par les observations qui ont été faites par le télescope installé au pôle sud, une expérience qui s'appelle BICEP 2. Moi, je vous l'ai dit, je ne suis pas encore complètement convaincu. Ils n'ont regardé qu'1% du ciel. Ils observent des ondes infrarouges, enfin même radio, qu'ils interprètent comme étant celles qui viennent de l'inflation. Mais en fait, l'univers autour, la matière, émet des ondes de même longueur d'onde. Donc il faut séparer les deux pour vérifier que c'est bien un signal qui vient du Big Bang. Enfin, admettons que ce signal soit confirmé. Ça signifie que l'inflation a engendré des tremblements très rapides de l'espace-temps qui ont engendré des ondes gravitationnelles qui ont polarisé le fond diffus cosmologique. Donc ce qu'ils ont mesuré, en fait, c'est une polarisation du fond diffus cosmologique qu'on ne comprend aujourd'hui que comme étant la trace
des tremblements de l'espace-temps produits par l'inflation. Ça veut dire que c'est des ondes gravitationnelles qui n'ont pas du tout la même nature que celles qu'on recherche dans d'autres détecteurs comme Virgo en Italie. Là-bas, on cherche des ondes gravitationnelles classiques, c'est-à-dire émises par des trous noirs, ou des étoiles rapidement variables, ou des objets qui tournent très vite. Là, si ça se confirme, c'est vraiment un signal qui nous vient d'une période de l'univers où la mécanique quantique et la gravitation jouaient ensemble. D'accord? Donc c'est des ondes gravitationnelles au sens de la gravité quantique. Et donc si c'est ça, c'est vraiment un truc absolument énorme, aussi important en effet que le boson de Higgs, mais quand même pas tout à fait. Question d'auditeur. Si on conçoit la théorie du Big Bang, est-ce que ça signifie pour autant que l'univers n'est plus infini puisqu'il part d'un point initial et qu'il a forcément une limite qui est continue ou discontinue? Non, ça c'est le Big Bang du journal de 20 heures, si vous voulez. D'abord, le Big Bang, il n'y a rien de lui que c'est un point. Si l'univers est infini, il a toujours été infini. Donc cette explosion dont vous parlez, elle s'est produite en tout point de l'espace. D'accord? Donc dire c'est un point, non, c'est un point vu depuis notre position, c'est-à-dire pour l'univers observable. Mais ce point peut être décliné à l'infini. Et si l'univers est infini, il n'est pas devenu infini. Il a toujours été infini. Bon. Deuxièmement, et vous viendrez au cours suivant, le 29 avril, si je ne fais pas grève, on ne peut plus parler du Big Bang aujourd'hui comme on en parlait en 1950. Et je vous dirai pourquoi. Donc, autrement dit, assimiler le Big Bang à l'origine de l'univers comme étant la transition entre l'absence de toute chose et l'apparition d'une première chose, c'est un discours daté. D'accord? Aujourd'hui, on n'a aucune preuve que l'univers a une origine, et on n'a aucune preuve qu'il n'en a pas eu. Autrement dit, mais je ne veux pas faire la conférence de le Big Bang dans les cosmologies aujourd'hui, dans lesquelles on marie la gravitation et la mécanique quantique, n'est plus une singularité. C'est plus un instant zéro associé à une explosion originelle. C'est une transition de phase entre un univers d'avant et l'univers d'après. Donc c'est pas le passage de l'absence de toute chose à l'apparition d'une première chose. Bref, c'est pas l'origine, quoi. On parlait au début des neutrinos sur leur trajet du Soleil à la Terre, qu'ils changeaient de nature. Qu'est-ce que vous appelez leur nature, en fait? En fait, le vrai terme, c'est leur saveur. En fait, il y a trois sortes de neutrinos. Un associé à l'électron, un associé au muon, qui est un électron lourd, et un associé au tau, qui est un électron encore plus lourd. D'accord? Donc il y a trois saveurs, trois sortes de neutrinos. Et on peut calculer, par des modèles astrophysiques, le flux de neutrinos émis par le Soleil. C'est des neutrinos d'une certaine espèce, disons électroniques. Ok? Et puis on détecte au niveau du sol terrestre le flux des neutrinos qui viennent du Soleil. Et on trouvait qu'il y en avait beaucoup moins que ce que prédisaient les calculs. Et c'est une bagarre qui a duré 30 ans. 30 ans de guerre entre les astrophysiciens qui faisaient des calculs du Soleil et les physiciens des particules qui détectaient les neutrinos. Les physiciens des particules disaient aux astrophysiciens, vos calculs du Soleil sont pourris. Les astrophysiciens disaient aux détecteurs, enfin ceux qui les faisaient, vos détecteurs sont pourris. D'accord? Et en fait, les calculs étaient bons et les détecteurs étaient bons. Et on a fini par comprendre qu'en fait, les neutrinos sont capables d'osciller. C'est-à-dire qu'au cours du voyage, les neutrinos qui au départ sont électroniques deviennent des neutrinos du muon. Et comme le détecteur ne détecte que des neutrinos d'une seule espèce, le flux qu'il mesure est plus bas que le flux calculé. Et le fait que les neutrinos oscillent et soient capables de changer d'espèce ne peut se faire que s'ils ont une masse non nulle. Donc c'est ainsi qu'on a prouvé que la masse de neutrinos était non nulle. C'est le prix Nobel 2003, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc ça a été la fin d'une parenthèse de 30 ans, assez intéressante, mais assez difficile à vivre. Oui, juste un message pour les hommes politiques qui sont dans la salle. La physique fondamentale, ça peut prendre du temps. On ne peut pas demander aux gens de trouver tous les 4 matins. Il faut vraiment du temps, et il faut des gens qui persévèrent. Moi, personnellement, je n'ai jamais pensé qu'on pourrait mesurer la polarisation du fond diffus cosmologique. J'ai jamais pensé que c'était possible. En tout cas, pendant ma vie. Et en fait, ça tombe. Donc,
ça va plus vite que prévu. Parfois ça va moins vite, parfois ça va plus vite. Mais quand il y a une question bien posée, si on s'en donne les moyens, on peut trouver la solution. Les chiffres que vous donnez sur l'inflation, on arrive quand même à des choses effectivement hallucinantes. En particulier, pendant cette inflation, il y a un ensemble de particules. Les chiffres donnés montrent des vitesses où la vitesse de la lumière, finalement, est très faible par rapport à ça. Oui, mais c'est une dilatation de l'espace-temps. Donc tout va bien. La causalité n'est pas violée. C'est une question qu'on ne peut pas vraiment poser aux professeurs de physique en tant qu'étudiant. Mais en tant que physicien, une découverte telle le boson de Higgs ou celle de hier, enfin les trouvailles de hier, vous les ressentez comment? Ça vous fait quelle sorte de ressenti? Le boson de Higgs, moi, ça m'a occupé pendant pas mal de temps. D'ailleurs, c'est pas à cause du boson de Higgs que j'ai fait de la physique. Donc, c'est évidemment une grande joie, mais il n'y a pas de surprise. C'est ça qui est embêtant. C'est-à-dire, il ressemble exactement à ce qu'on avait calculé. Mais il y a eu un peu de suspense par le fait que on avait une fourchette de masse de 100 GeV dans laquelle il pouvait se trouver, et la machine a exploré toutes les possibilités sans rien voir. Il restait une toute petite fourchette de quelques GeV, et le CERN a commencé à se demander s'il n'allait pas démontrer que le boson de Higgs n'existe pas. Ce qui aurait été une découverte absolument dingue. Alors là, démontrer que le boson de Higgs n'existe pas, c'est la révolution en physique. Et d'ailleurs, il y a eu un groupe de travail qui a été rassemblé pour réfléchir aux éléments de langage pour annoncer qu'on a démontré que le boson de Higgs n'existe pas alors qu'on a toujours dit que cette machine était faite pour le découvrir. Il fallait montrer que c'était une découverte plus importante et on a un petit peu ramé. Bon. Et puis au dernier moment, on l'a vu dans la petite fourchette qui restait, quoi. Et Englert et Higgs étaient dans la salle, dans l'amphithéâtre, le 4 juillet 2012, quand la découverte a été annoncée. Vous pouvez voir la vidéo. Il y a 2 exposés d'1 heure faits par les expérimentateurs. Eux, ils sont dans la salle. Ils ne comprennent rien, parce que c'est un langage très particulier. Mais à la fin, ils se rendent compte qu'on a découvert la particule qu'ils ont prédite il y a 48 ans. Et Englert a dit, je ne sais pas s'il y a la coquetterie dans ce qu'il a dit, mais il a dit que l'émotion, en fait, il l'a eu en 64. En 64, il était sûr d'avoir trouvé, avec Brute. Il raconte d'ailleurs dans sa conférence Nobel qu'ils sont allés boire un coup en étant sûrs d'avoir trouvé la solution du problème, mais sans imaginer qu'il serait vivant le jour où on découvrirait la particule. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vécu ça. Hein. Prédisait un truc, 48 ans plus tard, on le découvre. Linde, je sais qu'il a été... Linde, il est à Stanford. Hein. Linde, le russe, qui a émis l'hypothèse de l'inflation. Les gens qui ont fait l'expérience sont venus le voir avec un caméscope chez lui, en lui annonçant les résultats pour voir sa réaction. Vous pouvez voir ça sur Internet. Et là, vous verrez ce que c'est que l'émotion pure. C'est pas l'émotion, je vais avoir le prix Nobel, etc. C'est autre chose, quoi. C'est assez beau à voir. Stanford University. Today I'm going to deliver a news to Professor Andre Linde, who is the founding father of inflation. So inflation is the theory about the bang of Big Bang. It explains why we have all this stuff in the universe. So today I'm going to tell him our experiment, BICEP 2, based at South Pole, has found the smoking gun evidence of inflation. He has no idea that I'm coming. Why? So I have a surprise for you. Wow. It's 5 sigma at 0.2. Discovery. Yes. What? Just a second. Can you repeat it? 5 sigma, as clear as day, are of 0.2. Can you repeat it again? Are 0.2 plus minus Point 0.05. 2. If we stop there. We don't expect anybody. Renata tells it's probably some kind of delivery. Did you order anything?
Yeah, I ordered it 30 years ago. Finally, it arrived. Cheers, cheers. Congratulations. Oh my God, I'm going to break something. this. We are talking right now about a billions of a billions of a billions of a millions of a seconds after the Big Bang. So we see the phase of the Big Bang. It is an image of these gravitational waves, which are purely quantum gravity feature of what was produced in the Big Bang. So this is a remaining part of the story. It's really hard. They all there. They all They're all three there. different experiments. Yes. If this is true, this is a moment of understanding of nature of such a magnitude that it just overwhelms. And let's see, let's just hope that it's not a trick. I always live with this feeling, what if I'm tricked? What if I believe into this just because it is beautiful? What if, yes. So this is really helpful to have events like that. It's really, really helpful. Thank you so much for doing it for us. For more, please visit us at stanford.edu.